Donc effectivement, quand on parle de médias sociaux, c'est aussi des médias qui vont sur les médias sociaux, qui se réinventent dans le fond, dans la forme, dans les écritures. Effectivement, cette transformation, elle est menée soit par des groupes traditionnels qui testent des nouveaux formats, soit avec des anciens de groupes traditionnels qui vont relancer des nouveaux médias. Alors on va démarrer avec le Figaro. Je ne sais pas si vous avez vu sur les médias sociaux ces formats MAD assez créatifs, animés, où justement ces petites capsules sur finalement une thématique pas si présente que ça sur le digital ou sur les nouveaux formats digitaux. Donc Nicolas Pelé, comment ça s'est fait? C'est il y a 8 mois maintenant que le format a été lancé. C'était quoi la jeunesse? Comment vous avez dit tiens, il y a quelque chose à faire et on va pas juste prendre notre contenu traditionnel finalement mode, mais on va inventer un vrai nouveau format? Bonjour. La genèse, elle vient à la base pas de moi, elle vient du groupe Figaro. J'étais moi en poste chez Condé Nast à l'époque et ils sont venus me chercher en me missionnant pour créer un média. Ils voulaient donc adresser une audience un peu plus jeune que leur audience habituelle. À la base, avec une approche plutôt généraliste, mais avec la volonté de créer une marque dédiée avec une expression, une grammaire dédiée aux réseaux sociaux. Et c'est en travaillant sur ce projet avec les équipes de l'agence Social & Stories du groupe Figaro, les équipes du Madame Figaro, qu'on a lancé MAD en avril dernier, qui est donc un média qu'on a voulu thématique. On a choisi la thématique de la mode en constatant que ce format vidéo, ce mode de diffusion sociale était déjà assez investi par les médias, notamment d'information, mais très très peu, à notre grande surprise, par les médias plus thématiques. Donc les médias mode, les médias sport, les médias d'entertainment, qui finalement, si on enlève les magazines qui ont des déclinaisons digitales, il y avait assez peu d'initiatives de pure players, et c'est ce qu'on a fait en créant MAD. Et puis surtout, toujours avec un ton assez traditionnel sur les médias traditionnels, donc ça manquait peut-être un peu de quelque chose de... Ouais, alors ça c'est vrai que ça va quasiment du même mouvement, c'est qu'avec l'absence de nouvelles marques, notamment sur le sujet de la mode, on avait cette intuition qui s'est confirmée ensuite en montant le projet, qu'il n'y avait pas vraiment de voie un petit peu alternative pour parler de mode de façon différente. Par des tweets de Loïc Prigent. Voilà, il y a des initiatives comme Loïc Prigent, comme ce que fait Mademoiselle Agnès depuis assez longtemps à la télé, mais sur des nouveaux formats, il y avait assez peu d'initiatives là-dessus. Donc on a créé un média qui parle de mode différemment, en cassant un petit peu les codes des médias traditionnels. Cible féminine. Avec une cible mixte. C'était aussi un parti pris important pour nous, adresser à la fois les hommes et les femmes, de façon assez indifférenciée dans nos formats. On n'a pas un programme homme, un programme femme, on parle de la mode au sens très large, et on parle aussi bien de ce qui peut se passer pendant les Fashion Week, de l'actualité des grandes maisons, que des tendances de streetwear, du vintage. Enfin voilà, on mélange vraiment les univers, les genres, les tons aussi, puisque on va du plus décalé au plus informatif, mais avec quelque chose de toujours très direct qui nous placerait dans notre manière de nous adresser à notre audience quelque part entre les influenceurs et les médias classiques. Alors concrètement, pas d'appli, pas de site, et une présence en fait en format essentiellement vidéo sur les médias sociaux. Donc on est uniquement en vidéo, uniquement en format vertical également, très adapté au mobile, et exclusivement sur les réseaux sociaux. En effet, pas de site, pas d'appli. On est aujourd'hui sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. On sera sur Snapchat à partir de janvier, et on va continuer de se développer de façon liquide, on va dire. C'est-à-dire on s'intéresse pas vraiment, pour l'instant en tout cas, au support où on veut diriger notre trafic, mais plutôt à diriguer tous les canaux qui nous paraissent pertinents pour nos contenus. Alors peut-être un exemple de format, juste. Nos formats, ça va de traiter des événements dans un format qui s'appelle Ambiance, où on va prendre des images, prendre des sonores et monter tout ça pour faire un espèce de report. Ça peut être un défilé, ça peut être, on l'a fait à la FIAC, on l'a fait, voilà, en racontant l'événement par ce qui s'y est passé, les sonores qu'on a pris, sans voix off, sans commentaire, sans envoyé spécial, jusqu'à des autoportraits filmés un peu façon selfie qu'ensuite on monte et qu'on habille. Enfin voilà, il y a des formats très divers.
Super. Alors on va faire un petit sondage dans la salle. Qui connaît Brut? Ok, à peu près tout le monde. Qui connaît Adji+? Alors un peu moins, bon, tout le monde ne parle pas anglais. Alors effectivement, même si aujourd'hui Brut fait un peu partie des nouveaux formats super populaires, il faut rendre quand même à César ce qui est à César. C'est que peut-être le premier média traditionnel à avoir lancé ces capsules vidéo avec du montage assez court, du format vertical, avec des textes, c'est Al Jazeera avec sa déclinaison Adji+, donc vers une cible millennials. Et justement, on a Kéra aujourd'hui qui est là pour nous expliquer un petit peu cette genèse. C'est quoi, 2014 en anglais en tout cas le lancement? Oui, 2014 pour AJ+ English, et puis a suivi AJ+ en arabe en 2015, puis AJ+ espagnol, et puis 2018 AJ+ français. 2017, décembre 2017. Alors d'abord, un peu l'objectif, c'était d'attaquer les États-Unis finalement avec une deuxième marque. Alors juste, AJ+, c'est pas une déclinaison d'Al Jazeera. En fait, AJ+, c'est un média qui appartient au groupe Al Jazeera, et ça a son importance puisqu'on décline pas un média télé au digital. En tout cas, c'est ce qu'on pense à AJ+. Donc AJ+ est né en 2014 à San Francisco, dans l'optique évidemment d'avoir une audience de millennials américains. Alors ça, c'est quand même à préciser parce que c'est vrai que les médias traditionnellement aux États-Unis, c'est New York et Washington, quoi. Donc vous avez vraiment fait le choix tout de suite de vous ancrer, on va dire, avec cette nouvelle génération tech. Exactement, donc près de la Silicon Valley où il y a Facebook, Google, Apple, etc. Tous les grands. Alors vous, pas d'application non plus? Uniquement sur les réseaux sociaux? Alors, AJ+, donc, au début, avait une application AJ+ English. Pour ce qui est de AJ+, donc les autres en arabe, en espagnol et en français, on n'a pas d'application, on est uniquement sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et on fait essentiellement de la vidéo. Alors, on en a parlé un petit peu en intro ce matin. C'est vrai qu'il y avait eu un peu cette... gros incentive de Facebook à motiver beaucoup de médias à partir sur du full vidéo sur les médias sociaux. Bon, avec les petites surprises sur les analytics, il y en a qui sont un peu revenus, qui ont un peu du mal à monétiser, où ils se sont rendus compte qu'ils ont un peu surinvesti ce format-là. Vous, justement, la vidéo sur les médias sociaux, sur Facebook, ça continue de marcher? Écoutez, en fait, c'est Cisco qui le dit. En 2016, 76% du trafic sur Internet était du trafic vers des contenus vidéo. Après, il faut enlever Netflix. 80% 2021, effectivement, sur Netflix et YouTube, mais bon, c'est de la vidéo. Donc nous, en voyant ces chiffres, on estime aussi que l'information doit s'adapter aux modes de consommation. Et les modes de consommation aujourd'hui, c'est la vidéo. Et donc voilà, on fait principalement de la vidéo et ça continuera. Alors peut-être un dernier mot sur un peu votre angle, votre style, ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça cartonne autant? Alors nous, on a un style engagé, parce qu'on veut se démarquer de ce qui... Alors, engagé, ça veut dire quoi exactement? Parce que c'est-à-dire tout le monde est engagé nos aujourd'hui. Sujets... non, pas tout le monde. Nos sujets, le choix des sujets, notre ligne éditoriale, notre ton est engagé... Et donc voilà, et c'est aussi une façon pour nous de nous démarquer par rapport à toute la pléiade aujourd'hui de médias qui sont sur les réseaux sociaux et d'offrir un contenu à notre audience qui se différencie et qui plaît à notre audience puisqu'on est centré sur notre audience. Donc quand on est en rédaction le matin, en réunion de rédaction, on pense à est-ce que notre audience va partager, va commenter ce contenu ou pas. Et on décide en fonction évidemment puisque l'audience pour nous c'est ce qui est primordial. Très réactif. Ok, super. Alors Olivier, toi tu viens pas de la Silicon Valley. Voilà, tu étais spécialiste des questions internationales sur iTélé. Bon, on se rappelle que sur iTélé, ça a été un peu compliqué il y a quelques mois. Et donc, tu es aujourd'hui le cofondateur d'Explicit, donc vraiment un nouveau média, un collectif de journalistes. Donc, pour ceux qui l'auraient pas déjà fait, je vous incite à télécharger l'application. Alors, tu es avec un modèle un petit peu différent. D'abord, une application dans laquelle j'ai de la vidéo, du podcast, du texte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Quelle était la démarche du dessin animé, du motion? La démarche à l'origine, elle est fondamentalement journalistique. Il y a 2 ans, on était déjà dans un climat qui s'est encore plus aggravé aujourd'hui de défiance vis-à-vis de l'information et vis-à-vis du journalisme. Et on a eu envie d'essayer de redonner confiance et de redonner goût à l'information. C'est un enjeu qui est absolument fondamental aujourd'hui, qui est un enjeu sociétal qui nous concerne tous, qui vous concerne vous en tant que consommateur d'information. Et je vous incite à acheter l'information.
parce que c'est quand même le seul bien à qui on demande d'être gratuit et en même temps d'excellente qualité. Et je pense qu'il faut revenir vers l'acte d'achat de l'information qui est naturel. Ça concerne les investisseurs. C'est bien d'investir dans les technologies du futur, mais si on est face à une société qui continue d'aller vers de plus en plus de complotisme, d'irrationalité, eh ben on n'aura même plus le loisir de développer quoi que ce soit dans une société moderne parce que ce sera trop tard, et qu'il faut miser sur l'information pour avoir des débats aussi passionnés que possible, mais qui soient alimentés par des choses rationnelles et donc par des infos. Et nous, à notre modeste échelle, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on prenne notre part de responsabilité, et qu'on repense notre métier, et qu'on repense l'information et un nouveau média. On a commencé par lancer Explicit sur les réseaux sociaux, avec un compte Twitter et un compte Facebook, qui nous a permis en quelques semaines de mobiliser plus de 100 000 followers, et qui nous a permis de dialoguer justement avec des gens qui attendaient une autre information pour comprendre ce qu'ils voulaient, et puis de tester des nouveaux formats. Et là où évidemment on nous expliquait qu'il fallait faire du vertical en 2 minutes, on s'est aperçu que quand vous faites du journalisme, ce qui est le plus important, c'est la narration. Et que cette narration, elle peut être longue, elle peut être courte, elle peut être verticale, elle peut être horizontale, elle peut être en vidéo, elle peut être à l'écrit, peu importe. On en revient à ce qu'on entend dès qu'on franchit le seuil d'une rédaction, c'est peu importe ce que tu écris, l'essentiel, c'est ne fais pas chiant. Et ça, quand on fait du journalisme, c'est la règle de base. Donc, ça nous a décomplexés et on s'est dit qu'on allait pouvoir développer un média en essayant de rechercher du sens, parce que ça, on y reviendra, c'est vraiment une notion importante. Il y a eu la question du business model qui s'est posée assez vite. On n'est pas adossé à un grand groupe, donc il faut qu'on trouve un modèle économique. L'algorithme qui est derrière Facebook ou Twitter ne permet pas d'aller toucher une audience de manière régulière et de fidéliser. Donc c'est assez antinomique avec une ligne éditoriale. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on aille vers un modèle simple qui est celui de l'abonnement. Mais pour demander un abonnement, encore faut-il en avoir pour son argent. Et c'est là où on s'est dit que le plus important, c'était de réfléchir à l'usage, à l'UX, à l'expérience d'information, pour redonner goût à l'info et que ça redevienne un moment agréable. Et pour ça, eh bien, on s'est dit qu'il ne fallait pas se limiter dans les formats. Donc en effet, on a développé une appli et un site qui sont volontairement très aboutis, de très bonne qualité, non pas pour être discriminant, mais au contraire pour dire à tous ceux qui la téléchargent, vous avez dans les mains quelque chose qui a de la valeur. Et ensuite, de travailler avec une rédaction qui est capable de faire indifféremment de la vidéo, de l'écrit, de la photo, du podcast, du dessin animé et du motion design, mais aussi du dessin animé qu'on utilise comme écriture d'infos sur des formats longs ou sur des formats courts. Donc vous avez des gens qui, tous les matins à la conférence de rédaction, réfléchissent à un angle de sujet. Alors combien de personnes à la conférence de rédaction ? On est 17 journalistes. Et une fois qu'on s'est dit, tiens, on va faire tel sujet, la question qui vient derrière, c'est quelle est la forme la plus pertinente ? Est-ce qu'il faut le faire en photo ? Est-ce qu'il faut le faire à l'écrit ? Est-ce qu'il faut le faire en vidéo, avec ou sans commentaire ? Est-ce qu'il faut faire une explication courte, incarnée ? Ou est-ce qu'au contraire, on va le faire en dessin ? Ça, c'est une réflexion qui nous permet d'avoir un média qui est très original et très différenciant quand vous l'avez dans la main. Et puis, on a rajouté un truc qui est un hexagone de connaissances, parce qu'on est tous l'idiot de quelqu'un, et que quand on consomme l'information en permanence, on se pose la question de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Il me manque une notion, pourquoi ça revient dans l'actu ? Ouais. Et quand vous appuyez sur cet hexagone explicite, eh bien on vous redonne le contexte avec toujours des sources qui viennent de l'encyclopédie Larousse, de l'AFP, de l'INA, et qui vous donnent la culture générale qui nous manque tous à un moment donné pour bien saisir l'info. Donc vous avez une expérience d'info qui est extrêmement riche. Et tout ça, alors pour un abonnement, à combien ? L'abonnement est à 7,99 €. Le téléchargement de l'appli est gratuit. Vous avez un abonnement qui vous permet d'être sur tous les devices. Vous avez testé l'appli quelques jours gratuitement. C'est ça, vous avez 7 jours où tous les contenus sont ouverts. Si vous sortez parmi les premiers, il y a des petites cartes à la sortie qui vous offriront 3 mois gratuits. Et cette expérience-là, elle nous permet d'aller chercher des abonnés et de susciter de l'engagement sur les réseaux pour qu'ensuite les gens viennent s'abonner.
Ouais. Surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans l'appli, il y a même un endroit contacter la rédaction. Parce que c'est vrai que des fois, dans certains médias aujourd'hui, c'est beaucoup de push, mais on ne peut pas trop interagir. Les commentaires, c'est entre vous, vous avez le droit de discuter. Mais nous, les journalistes, on n'a pas le temps. On est occupé à bâtonner l'AFP. Justement, dans tous les formats vidéo, alors, parce que tu as une personne qui fait de la photo, tu as une personne qui fait du dessin, tu as peut-être un tips à partager avec les marques par rapport au format et que tu vois plus cartonné ou pas, ou par rapport à tel ou tel objectif? Ce qui chez nous convertit le plus, mais je pense que c'est une tendance que vous avez tous remarqué, c'est ce qui fait réagir. C'est comment est-ce qu'on casse la mécanique du scroll où, de manière un peu mécanique et automatique, je fais défiler et il ne se passe rien. Comment est-ce qu'on fait réagir ? On peut faire réagir en choquant, on peut faire réagir en impliquant, en criant au complot, en criant à la mobilisation. Nous, on a pris un angle et on a une volonté très claire d'être non partisan. Donc, c'est pas chez Explicit que vous allez lire en permanence des articles pour vous dire ça c'est dégueulasse ou ça c'est super bien, etc. Néanmoins, on suscite de l'engagement parce qu'on surprend. Et qu'en surprenant, en étonnant, en titillant, en donnant envie, on peut créer de l'engagement très fort qui finit par aller vers de l'abonnement. Alors, et engageant mais non engagé. C'est de l'engagement sur le sens. La quête de sens, ça fait bouger les gens aussi. Mais ce qui est possible finalement par le modèle économique, c'est-à-dire que comme il n'y a pas la pub où on doit absolument faire de la page vue, et désolé des titres putaclic, du coup on peut prendre le temps entre guillemets de me donner du sens, on n'a plus cette pression. Nous on le fait en allant chercher des angles les plus pointus possibles. On ne fait pas du meilleur journalisme que les autres et on n'a pas la prétention à le faire. En revanche, on a le temps et on se donne la liberté d'aller chercher des angles un peu plus aigus qui font que, par exemple, en ce moment, quasiment 2 fois par semaine, on est repris dans les revues de presse nationales parce qu'il y a un article qu'ils n'ont pas lu ailleurs. Parce que cet angle-là, tiens, par exemple, sur les gilets jaunes, on est les premiers à être allés interroger les gens du 8e et du 16e qui payent l'ISF ou qui le payaient et de savoir s'ils étaient derrière ou pas le mouvement. Et on découvre des choses étonnantes. Et à chaque fois, on se laisse surprendre par nos reportages. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, tiens, tu vas me faire un sujet là-dessus parce que j'aimerais bien voir ça et ça. On se pose une question. On ne dit pas, tiens, ils pensent quoi les mecs du 8e ? Et vas-y. Et peu importe la réponse qui revient, et c'est ça qui fait que moi, ce qui me plaît dans mon média, c'est que ce que je lis me surprend moi-même. Et que quand je lis quelque chose qui ne me surprend pas, j'ai à peu près la garantie qu'il ne m'amènera aucun abonné. En revanche, si moi, ça m'a surpris, je me dis qu'il y a de fortes chances que ça puisse drainer des abonnés. Mais au final, tout ça, c'est un truc bête comme chou, hein, ça s'appelle du journalisme. Donc pas subir en tout cas l'actualité, mais essayer de choisir ses angles. Alors justement, Nicolas, quand on est plutôt sur de la mode, vous, c'est plutôt l'angle créatif finalement, un peu esthétique, surprenant en termes d'animation, de graphisme. Aujourd'hui, justement, un peu sur les leçons que vous retenez, qu'est-ce qui marche pas en termes de durée, de longueur. Voilà, demain, je suis annonceur. D'ailleurs, aujourd'hui, vous vivez plutôt via du brand content, donc vous proposez à des marques de co-construire des contenus, c'est ça ? C'est nous la base de notre business model. On ne vend aucune publicité en direct, on ne vend pas de pré-roll, pas de display, etc. On ne vit que de co-création de contenu avec des annonceurs. Donc là, je suis une marque par exemple de vêtements. Ouais. Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous me proposez ? On propose plusieurs choses. On peut concevoir des formats sur mesure avec une marque, ou on peut proposer des épisodes customisés de certains de nos programmes qui peuvent s'adapter. C'est vraiment, on travaille un peu en brief. C'est pas pour rien qu'on est adossé à une agence. C'est qu'on travaille vraiment sur la base d'un brief, et ensuite on va adapter. Soit on a une problématique qui peut rentrer dans un de nos formats et on va proposer de le décliner pour répondre à la problématique de la marque. Soit on va créer des programmes comme on l'a fait par exemple avec Levis, pour lesquels on a créé un programme entre mode et musique qui s'appelle Enchanté, qu'on a créé sur mesure pour répondre à leurs demandes. Après, pour répondre à votre point sur les bonnes pratiques en termes de format, nous c'est vrai qu'on a décidé, malgré le fait qu'on soit un média social, malgré le fait qu'on diffuse de la vidéo sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, de ne pas céder à la vidéo au kilomètre et de quand même maintenir un niveau créatif et un niveau d'exécution assez élevé. Pas de la vidéo de stock. C'est pour ça que tout ce qu'on fait
tout ce qu'on produit est dans le cadre de programmes. On ne fait pas de one-shot vidéo. On a une grille aujourd'hui 10 programmes. On en aura 3-4 nouveaux qu'on est en train de tester, qu'on va lancer à la rentrée. Et tous ces programmes ont un vrai effort de conception, de rédaction, de fond de ce qu'on y met. Même si c'est des programmes de divertissement, des programmes décalés, on fait appel à des auteurs, on fait appel à des gens qui ont un vrai talent d'écriture. Et également dans l'exécution visuelle, on a un travail de direction artistique, de motion design, de montage et de conception visuelle de nos formats qui sont assez importants. Et finalement, quand tout s'industrialise, s'automatise et s'algorithmise, vous ramenez finalement le côté un peu artisanal. On pense que tout comme le journalisme ne peut pas s'industrialiser, la création et la créativité ne peuvent pas non plus s'industrialiser, et que du coup, le fait de travailler sur des programmes qui sont innovants dans la forme, dans le fond, c'est un gage de qualité, un gage d'engagement aussi. Et le fait de travailler aussi sur du sur-mesure pour les canaux qu'on travaille, c'est-à-dire qu'on ne diffuse pas les mêmes programmes sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et bientôt sur Snapchat. Et également, on a aussi écouté notre Snapchat, notre bon sens. Le nouveau format, c'est ça? On lancera en janvier dans le programme Chose là, qui a été annoncé il y a quelques semaines. On fait partie des partenaires qui ont été retenus pour diffuser donc sous forme de page par programme. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Je te laisse réfléchir 2 petites secondes. Kéra, justement, vous avez, il y a 2 choses qui m'intéressent avec AJ+, c'est que déjà vous avez une vision internationale. Donc toi aujourd'hui, est-ce que tu vois des grosses différences par rapport, alors maintenant toi c'est sur la France, mais avant tu étais au Qatar, est-ce que tu vois des grosses différences de consommation ou de tendance sur le social, sur l'info? Et puis tu parles aux millennials, qui est une cible qui intéresse tout le monde dans la salle, qui a l'air toujours un peu compliquée, variée, différente. Comment on évite le jeunisme? C'est pas de faire de l'information au rabais ou simpliste. Donc voilà, tes petites leçons, on va dire, par rapport à tes quelques années avec Al Jazeera et AJ+. En fait, nous, on s'est rendu compte effectivement que le mode de consommation était... Enfin, j'aime pas trop le mot consommation, mais en tout cas, comment les personnes qui regardent nos vidéos, que ce soit en langue arabe ou en langue anglaise, quand il y a une vidéo qui intéresse les populations en espagnol à Mexico, par exemple, quand on reprend la vidéo, elle est aussi virale chez nous. Donc on s'est rendu compte que finalement, les sujets ou les histoires qu'on raconte intéressent autant les gens des millennials mexicains que les millennials français. Et je pense que ce qui est important, justement, c'est le sujet, c'est le contenu qu'on raconte. C'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres médias. Et c'est aussi l'émotion qu'on produit à travers ces contenus qui fait que cette vidéo va être virale ou va être j'aime pas trop le terme viral, mais plutôt engageante. Et donc, on s'est rendu compte qu'une vidéo d'espagnol engageante sera souvent engageante aussi avec AJ+ français. Et sur la durée, les formats, vous avez appris quelques leçons, voilà, qu'est-ce qui est trop court, trop long Nous, on essaye... donc, en fait, on a plusieurs formats. Donc, on a du vertical, on a du 16:9, etc. On a différentes durées de vidéos. Donc, en général, les vidéos qu'on produit quotidiennement et qu'on appelle, nous, temps réel, c'est des vidéos d'1 minute 30, maximum 2 minutes. Pardon, c'était quoi la question? Le format, la durée, et puis sinon voilà. les lives. Nous, aussi, on essaye vraiment d'être sur du court. Et la clé aussi, c'est de pouvoir informer les gens très rapidement. Donc, dans les 3 premières secondes, il faut que la personne faut accrocher tout de suite. Elle doit savoir toujours de cette idée quoi de on va parler dans le défilement. Voilà, exactement. Donc voilà, les 3 premières secondes sont très intéressantes pour pouvoir capter l'audience et pour pouvoir aussi, on est sur du format de 8 minutes, des fois où là on va plus en profondeur sur des sujets où on contextualise plus, on est sur du format docu, mais on fait très attention à évidemment l'intro de la vidéo puisque c'est ça qui va permettre finalement aux personnes qui scrollent toute la journée de s'arrêter sur cette vidéo et de la regarder. En quelques secondes, sur le live, vous en faites aussi? On fait aussi du live. Encore une fois, c'est le contenu qui fera que le live sera regardé et discuté. Donc, mais on fait aussi du live. Donc là, du coup, vous le teasez en amont comment? Parce que c'est pas évident d'avoir les gens au bon moment. Ça dépend, en fait. Tout va dépendre. Mais quand il arrive quelque chose et qu'on passe live, on ne tease pas forcément en amont. D'accord. Olivier, le mot de la fin. Justement, tu as beaucoup parlé des journalistes, de la création, de la production, la communauté aujourd'hui que vous avez commencé à monter. Comment tu l'animes? Comment tu t'interagis avec ou tu la fédères, tu l'animes?
Oui, c'est une communauté qui en plus a aidé à créer le projet et l'entreprise Explicit, puisque certains ont participé au tout premier crowdfunding qu'on a pu faire. Donc c'est des gens qui sont vraiment derrière nous, on est à mi-chemin entre une communauté et un fan club. Donc oui, on continue de leur parler, on répond et on a 100% de réponse à toutes les sollicitations, parce que le plus important quand on fait de l'information, c'est de retisser ce lien de confiance, et ce lien de confiance, il passe par le dialogue, et que justement ce qu'on reproche aux journalistes, c'est d'être loin, c'est d'être dans une bulle, et que nous, et on l'a vu au moment des Gilets jaunes, on a pu travailler sans se faire chahuter, sans se faire agresser, parce qu'on disait, voilà, on est un média indépendant, on est sur Internet, écoute, ouais. Et que de ce fait-là, d'être à la fois une nouvelle marque sur un nouveau support, on part avec le bénéfice du doute, et il ne faut surtout pas le décevoir. Bon, Olivier, Nicolas, Karam, merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'inspirer pas mal de ces nouveaux formats, de ces nouvelles grammaires, et on va passer la main à la suite.